Le Nigeria se prépare activement pour la présidentielle de février 2019. Le principal candidat de l'opposition Atiku Abubakar a mis en garde les électeurs contre l'achat de vote. L'opposante rwandaise Diane Rwigara est désormais libre de ses mouvements. Elle a été acquittée jeudi par un tribunal de Kigali. Elle n'est plus, entre autres, poursuivie pour incitation à l'insurrection. Inauguration jeudi à Dakar, au Sénégal, du musée des civilisations noires. Il s'agit d'un projet vieux d'une cinquantaine d'années destiné à célébrer les réalisations de l'homme. Voilà pour le sommaire de cette nouvelle session de l'information sur Sika. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Le Nigeria se prépare activement pour la présidentielle de février 2019. Déjà, des voix s'élèvent. Le principal candidat de l'opposition, Atiku Abubakar, principal challenger du président Muhammadu Buhari, a mis en garde les électeurs contre l'achat de vote. Les précisions. Et c'est parti. Le Nigeria entre de plein pied dans la phase active préélectorale. Atiku Abubakar, candidat du Parti populaire démocratique, a accusé le Congrès des progressistes au pouvoir d'avoir distribué de l'argent liquide pour influencer les électeurs. À l'en croire, les cartes d'électeurs sont achetées à 10, 20 ou 50 naira. Pour l'instant, le parti au pouvoir n'a fait aucun commentaire, mais des mouvements de la société civile ainsi que des observateurs locaux et internationaux ont déjà mentionné ce problème d'achat de vote lors des élections de gouverneurs des États d'Ekiti et d'Osun en juillet et septembre dernier. La pratique est répandue au Nigeria et le candidat Abubakar Atiku a d'ailleurs été montré du doigt lui aussi lors des élections primaires de son parti. Ce milliardaire a la réputation d'être corrompu et d'avoir usé de sa position pour ses affaires personnelles. Mais l'homme a mis au défi quiconque d'apporter des preuves à ses soupçons. L'ancien général Muhammadu Buhari avait été élu en 2015 sur la promesse d'éradiquer le cancer de la corruption dans ce pays de plus de 180 millions d'habitants. Sur ce point, son challenger affirme que le Nigeria est dans une situation encore pire qu'en 2014. L'organisation G5 Sahel espérait lever 1,9 milliard d'euros jeudi pour des projets de développement. L'accent est mis en particulier sur les régions frontalières où les djihadistes tirent des carences des États pour pouvoir s'implanter. C'est à Nouakchott, la capitale mauritanienne qui abrite le siège du secrétariat du G5 Sahel, que les présidents des pays membres ont présenté 40 projets couvrant la période 2019-2021 devant bailleurs de fonds et partenaires internationaux. D'après le président en exercice du G5 Sahel, Mahamadou Issoufou, les États membres ont sécurisé 13% de l'objectif de la levée de fonds. L'Union européenne et la France vont prendre en charge la plus grande partie du financement de projets de développement axés sur la prévention du djihadisme de l'organisation du G5 Sahel. Déjà, le consensus général est que des progrès notables ont été réalisés. La force conjointe du G5 Sahel est en train de se mettre en place. Le collège de défense est fonctionnel. La coordination entre les états-majors de nos armées s'est nettement améliorée. Cependant, pour éradiquer définitivement la violence extrémiste, nous devons, parallèlement à l'action sécuritaire et au refus systématique de recourir au paiement des rançons afin de libérer des otages, ce qui n'est pas souvent le cas, déployer d'énormes efforts pour généraliser l'accès à une éducation de qualité, créer des opportunités d'emploi. Le soutien de l'Union européenne au programme d'investissement prioritaire s'élève à présent à 800 millions d'euros. La France, de son côté, va ajouter 220 millions d'euros de financement nouveau à 280 millions d'euros déjà engagés. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit en Angola. Le journaliste Rafael Marques, l'un des pourfendeurs du régime de Luanda, a été reçu pour la première fois au palais présidentiel par le chef de l'État, João Lourenço. L'essentiel de la conversation a porté sur la corruption. Plus de précisions à travers ces images. Largement considéré comme la bête noire du régime de Luanda, le journaliste angolais Rafael Marques a été reçu ce mercredi pour la première fois au palais présidentiel.
où il s'est entretenu avec le chef de l'État, João Lourenço. Poursuivi et condamné à plusieurs reprises pour avoir dénoncé les turpitudes des dirigeants du pays, Rafael Marques devait faire partie ce mardi d'une délégation de représentants de la société civile invitée. Mais au dernier moment, un raté semble-t-il protocolaire lui a interdit l'entrée du bureau présidentiel. Pour couper court aux critiques, João Lourenço a donc offert ce mercredi au célèbre journaliste d'investigation un tête-à-tête de rattrapage. L'opposant en est ressorti en saluant le noble geste de son interlocuteur et son ouverture. C'est un grand changement par rapport au gouvernement précédent. Mais nous savons tous que la situation économique n'est pas bonne et que les citoyens en souffrent. Alors, quelle solution peut-on trouver pour rapidement changer cela? Pas seulement dans les institutions, mais aussi parmi les citoyens. Il faut trouver des solutions pour que la corruption arrête d'être ce cancer qui ronge notre société et pille nos ressources qui devraient être utilisées pour l'éducation et la santé. Que la société puisse contribuer de manière efficace pour que nous vivions selon des règles, de façon morale et intègre. Et nous attendons également du gouvernement qu'il améliore l'économie pour créer des emplois qui permettront au peuple de gagner de quoi subvenir à ses besoins. Durant 45 minutes d'entrevue, il a été essentiellement question de la corruption. Rafael Marques a également affirmé avoir appelé au président les souffrances de la population. Elle est désormais libre de ses mouvements. L'opposante rwandaise Diane Rwigara a été acquittée jeudi par un tribunal de Kigali. Cette critique du président Paul Kagame n'est plus poursuivie pour incitation à l'insurrection et falsification de documents. Les images. Diane Rwigara aura été emprisonnée pendant plus d'1 an pour des charges pour lesquelles elle vient d'être acquittée. L'intéressée avait dénoncé l'incitation à l'insurrection et la falsification de documents comme des charges politiques. Selon le jugement rendu par un panel de 3 juges du tribunal de Kigali, les charges retenues par l'accusation sont sans fondement. Les 5 co-accusés de Rwigara dans cette affaire, dont sa mère Adeline, ont également été acquittés. Le 7 novembre, l'accusation avait requis 22 années de prison contre Diane et sa mère Adeline. En effet, le tribunal a estimé que les critiques de l'opposante contre le gouvernement ne constituaient pas une incitation à l'insurrection, car elles s'inscrivent dans le cadre de son droit à la liberté d'expression garanti par la Constitution rwandaise et les lois internationales. Aussi, les juges ont-ils estimé que l'accusation n'avait pas prouvé que l'accusé avait falsifié des signatures dans le dossier présenté à la commission électorale en vue de sa participation à l'élection présidentielle de 2017. Le rejet de cette candidature avait alors été critiqué par des gouvernements occidentaux et des groupes de défense des droits de l'homme. Le président Paul Kagame, crédité de l'important développement d'un pays exsangue au sortir du génocide de 1994, est régulièrement accusé de bafouer la liberté d'expression et de museler toute opposition. Une réforme de la Constitution adoptée par référendum fin 2015 lui permet de potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034. L'Ouganda est en alerte face à l'épidémie d'Ebola qui frappe son voisin, la République démocratique du Congo, qui continue de préparer malgré tout ces élections. Les ministres de la Santé des 2 pays se sont retrouvés à Goma pour faire ensemble un point sur l'épidémie. Les images. L'Ouganda, inquiet, a pris une série de mesures préventives face à l'épidémie d'Ebola qui frappe son grand voisin, la République démocratique du Congo. Une inquiétude des autorités ougandaises qui paraît assez fondée, avec des milliers de Congolais qui franchissent les 15 points frontaliers entre la RDC et l'Ouganda, notamment les mardis et jeudis, jours de marché. To date, we have over 3,000. Plus de 3000 travailleurs de la santé ont déjà été vaccinés parce que nous sommes inquiets. Aussi n'avons-nous pas attendu que le premier cas arrive. On les a déjà vaccinés. La vaccination est en cours.
Ebola. L'épidémie dans la région de Beni, dans l'est de la RDC, à une 50aine de kilomètres de l'Ouganda, a déjà tué 268 personnes pour 453 cas, selon le dernier pointage du ministère congolais de la Santé en date du 4 décembre. Un bilan qui aurait été plus lourd sans la riposte menée avec les vaccins. On a vacciné 38 000 personnes. S'il n'y avait pas les vaccins, si la riposte n'était pas efficace, on serait aujourd'hui à certainement la moitié de ceux-là auraient développé la maladie. On serait à des dizaines de milliers de victimes et de morts. D'autre part, je pense que les risques, les peurs ne sont pas fondées parce que durant toute l'épidémie, nous n'avons pas mis fin aux activités, à la vie sociale. Durant cette conférence de presse conjointe, le ministre congolais de la Santé a assuré que l'épidémie d'Ebola ne va pas interférer avec les élections présidentielles, législatives et provinciales prévues ce 23 décembre en République démocratique du Congo. Il a promis devant chaque bureau de vote dans les zones touchées des points de désinfection et de contrôle de température. Attaque d'ouvriers de construction en Papouasie, les forces de sécurité indonésiennes ont annoncé jeudi avoir récupéré 16 corps en Papouasie. Le massacre est attribué par les autorités à un groupe séparatiste. La confirmation de cette attaque mortelle représente l'incident le plus grave depuis des dizaines d'années dans la région. En effet, une rébellion armée indépendantiste y mène une activité sporadique. Les victimes n'ont pas encore été identifiées et l'armée n'a pas donné de détails sur la façon dont ils ont été tués. Quelques 15 autres employés de la société de construction Istaka Karia, qui travaillent à la construction de ponts et routes dans le cadre de la construction d'un axe trans-Papouasie, ont été évacués. Quant à l'armée de libération nationale de l'ouest de la Papouasie, elle a indiqué à travers un message publié sur une page Facebook avoir tué 24 ouvriers sur les ordres de son commandant régional. Cette revendication n'a pas pu être confirmée indépendamment et les autorités n'ont pas confirmé combien de personnes ont été tuées lors de l'attaque survenue le week-end dernier. Le président indonésien Joko Widodo, qui a encouragé au long de son mandat la construction d'infrastructures pour aider au développement de cette région très isolée, s'est engagé à ce que les travaux se poursuivent malgré cette attaque. Je l'annonçais en titre, inauguration jeudi à Dakar, au Sénégal, du musée des civilisations noires. Il s'agit d'un projet vieux d'une 50aine d'années destiné à célébrer les réalisations de l'homme noir des débuts de l'humanité à l'époque contemporaine. Le président sénégalais Macky Sall a lui-même procédé à l'ouverture du joyau jeudi à Dakar. Le chef de l'État a coupé un ruban symbolique et dévoilé une plaque devant l'entrée de ce bâtiment monumental. La construction a été inspirée de la case ronde de Casamance, située au sud du Sénégal. D'une surface de 14 000 m², le nouveau musée peut accueillir 18 000 pièces, allant de vestiges des premiers hominidés apparus en Afrique il y a plusieurs millions d'années aux créations artistiques actuelles. Le MCN a pour but de mettre en relief la contribution de l'Afrique au patrimoine culturel et scientifique. Le nouvel établissement situé dans le centre de la capitale revendique le statut de musée moderne où l'on peut maîtriser la température et l'humidité dans chacune des salles, d'après son directeur Amadi Bokoum. Cette inauguration intervient alors qu'un rapport remis le 23 novembre au président français Emmanuel Macron, rédigé par 2 universitaires, préconise de faciliter les restitutions d'œuvres aux anciennes colonies. L'idée d'un musée des civilisations noires avait été lancée par le poète Senghor, premier président sénégalais, lors du premier festival mondial des arts nègres en 1966 à Dakar. À l'image du MCN, la réhabilitation ou la construction de musées modernes à travers l'Afrique bat en brèche l'argument du manque d'infrastructures adaptées, souvent opposé aux demandes de restitution que des pays comme la France affirment vouloir faciliter. Et voilà qui met un terme à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Agréable fin de journée à chacun et à tous.